Yes, le son est parti. Alors bonjour à tous. Bienvenue pour mon BBL lancement MVP avec Redwood.js, comme c'est marqué en gros sur l'écran. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce que c'est Redwood.js. Un petit préambule, c'est que c'est un framework full stack JavaScript qui utilise React. Je vais aller un peu plus en détail après, mais en fait, ça va résonner plus avec les gens qui sont déjà habitués à l'environnement Node JavaScript. Mais j'ai essayé de rendre la présentation accessible aux personnes qui ne font pas de JavaScript pour que vous compreniez les concepts aussi. Redwood, c'est une bonne solution pour pouvoir, moi je trouve personnellement, pour pouvoir créer des produits rapidement. C'est un peu un framework clé en main avec qui couvre pas mal de cas d'utilisation qu'on a lorsqu'on veut créer son projet. Pour autant, il y a pas mal de flexibilité et on peut opt-out de tout ce qu'il nous propose ou même partir sur notre propre implémentation, excusez-moi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter vite fait qui je suis. Donc, je m'appelle Axel André, je suis développeur full stack JavaScript, TypeScript depuis environ 4 ans. Je suis à Lille depuis 2019. Voilà, tout d'abord en tant qu'alternant en fait, chez Abil Valley, du coup, en interne. Puis après, j'ai rejoint Abil en contrat permanent depuis 2021 et chez les clients depuis maintenant 1 an et demi. Et au passage, je suis passionné principalement de montage vidéo et de jeux et de game design. Concernant le reste de la présentation, on va découvrir ensemble Redwood.js au travers d'une feature que je vais présenter maintenant, au travers d'un projet plutôt, que je vais vous présenter maintenant. Donc, qui n'est pas ça, qui n'est pas ça, excusez-moi, qui se situe juste ici. Désolé pour le hiccup. Donc, en fait, qui est un projet Pokédex. C'est un projet assez simple, mais je pense que c'est un bon projet pour pouvoir vous montrer un peu l'ampleur de ce que propose Redwood et comment on peut être assez rapide en fait lorsqu'on crée des features avec le produit. Voilà, il n'y a pas de choses hyper compliquées, il y a quelques filtres par rapport au type. Là, en l'occurrence, il y a de type ICE, Mission Certifier, Charizard, la recherche par nom, etc. Ensemble, on va créer une feature de A à Z sur ce projet. On va voir comment ça se passe, comment un peu est le workflow Redwood. Je vais vous présenter un peu le statut de la communauté et de son développement en général. Après, il y aura une séance de questions aussi. Si vous avez des questions entre-temps, vous pouvez également les poser. Et puis, j'essaie de vous répondre autour de slide. Enfin, pour les gens en présentiel, vous répondre directement. Mais... En distanciel, vous pouvez poser vos questions dans le chat et je les répéterai à celle si nécessaire. Je n'ai pas l'écran devant moi, c'est ça avec le chat, mais ouais. Sacha fait l'intermédiaire très gentiment. Encore une fois, désolé. Ouais. J'attends le slide. Du coup, effectivement, c'est ce qu'on va faire. Donc, d'abord, pourquoi Redwood.js qu'est-ce que c'est comme solution et qu'est-ce que ça propose d'intéressant par rapport au reste des concurrents? Donc, Redwood.js se présente comme étant un framework full stack JavaScript. Donc, c'est-à-dire, ce qu'on pense en général par rapport à l'écosystème JavaScript, c'est plus à quelque chose tel que Next.js, qui est souvent le framework un peu standard de facto pour le full stack JavaScript. Cependant, Redwood va un peu plus loin dans ce qu'il propose par rapport à Next.js, notamment sur le côté back-end. Il propose vraiment un système de service assez poussé sur ce qu'il propose. Également, il est assez TypeScript friendly, c'est-à-dire qu'il y a le end-to-end type safety entre le front et le back assez poussé. Il y a tout un setup de test out of the box qui est en fait pour toutes vos différentes couches de votre application, c'est-à-dire pour vos tests de composants. Vous pouvez les faire déjà assez facilement. Service back-end, votre database et jusqu'au storybook, c'est déjà setupé pour que ce soit fait de manière assez simple. Il y a également un CLI qui vous aide vachement lors de la création de votre projet et qui vous permet d'aller assez vite créer des choses assez génériques que vous avez potentiellement besoin lorsque vous commencez votre projet. Il va un peu plus loin que Next.js, comme je vous l'ai dit. Si certains d'entre vous ont pu un peu creuser le build, ce JS, je dirais que c'est ce qui se rapproche un peu plus de ça. Mais Redwood.js en soi, c'est une solution React. Du coup,
derrière, en fait, dans la stack technique, ils utilisent React. Et au final, là, c'est un peu ce qu'il y a derrière. Donc, il n'y a rien de vraiment hyper nouveau, en fait. Donc, c'est sûrement des technologies que vous connaissez déjà. Je vais repasser un peu sur tous. Donc, il y a Prisma qui est utilisé en tant qu'ORM, qui est une solution poussée par Redwood, mais auquel vous pouvez opt-out si vous voulez. C'est vos propres drivers DB ou propre ORM si vous voulez. Jest pour driver les tests côté back et côté front également, avec TestLab. Redwood fonctionne avec GraphQL. Du coup, le serveur back utilisé pour votre API, c'est GraphQL Yoga en l'occurrence. Et après, comme je vous l'ai dit, React côté front, Storybook pour vos tests de composants. Donc, on verra ça un peu plus après si vous ne connaissez pas Storybook. Je ferai un petit rappel. Et Apollo, qui est en fait votre client front-end pour pouvoir requêter votre API qui est faite avec GraphQL Yoga. Au passage, un ORM, si jamais il y a des gens qui ne connaissent pas, c'est Object Relation Mapper. Et c'est juste ce qui vous permet de requêter votre database. Ça peut être tout pour la stack technique, mais en fait, ce qui fait vraiment la puissance de Redwood, c'est qu'ils les interlinkent de manière assez puissante entre elles, ces différents éléments, entre eux, et que c'est, moi, je trouve un plaisir de pouvoir travailler avec. On va voir ça juste après, et je vais essayer de vous donner des étoiles dans la vie. Pour l'installation, c'est rien de plus compliqué que ça. Il y a une commande create. Redwood exige qu'on ait Yarn. En fait, il fonctionne avec les Yarn Workspace. Il exige qu'on ait Yarn au moins 1.15. Cependant, actuellement, ils sont en train de poker pour pouvoir proposer d'autres solutions telles que PNPM ou maintenant le nouveau système, les nouvelles versions de NPM, pour que ce soit supporté et qu'on puisse. C'est aussi d'autres paquets de managers. Donc, comment est-ce que ça fonctionne Redwood? La méthode Redwood. Redwood est pensé pour être un framework qui soit découplé, on va dire, du front et du back, mais pour autant, lorsque vous avez votre expérience de développement au quotidien, les types sont partagés, les types sont générés entre le front-end et le back-end. C'est-à-dire, dès que vous allez modifier vos services, ce que vous exposez depuis vos services, vous avez automatiquement, côté front-end, tout ce qui est disponible via vos queries GraphQL. Et après, en fait, on voit qu'il y a deux grosses parties qui se dégagent. Effectivement, le bloc en bleu foncé, le bloc browser, en fait, qui est vraiment votre appli front. Il est pensé pour être facilement déployable sur des services headless, tels que Vercel ou Netlify. Cependant, il est également facilement déployable sur des hébergements Node.js assez classiques ou avec du Docker. Là, on voit aussi GraphQL, c'est une partie importante en fait dans le workflow de Redwood, c'est ce qui permet d'avoir un peu ce côté end-to-end et safety entre le front-end et le back-end. Et on le voit là, je vais le mettre un peu sur la présentation. On le voit, il y a un fichier clé en fait, c'est le SDL. Le SDL qui est tout simplement votre schema en fait. Ça va être le fichier de référence SDL qui vient de schema data layer, qui va être vraiment votre contrat au final entre votre front-end et le back-end. C'est là où vous allez dire, OK, le front-end, ce qu'il peut requêter, c'est via telle requête GraphQL. Donc, au final, c'est la syntaxe GraphQL à l'intérieur. C'est vraiment le pivot, je trouve, de la méthodologie Redwood, c'est fichier SDL. Et quelque chose de pas mal avec ça, que je vais vous présenter tout de suite, c'est que ça permet facilement de séparer les workflows, en fait. Alors, dès qu'on a notre schema, au final, notre contrat qui est déjà défini dès le départ, en fait, c'est plus simple en fait de travailler, par exemple, la team API et la team client web de manière séparée. Et ça, on va le voir, c'est grâce à tout un système de mock, etc. En l'occurrence, ça se fait via deux éléments séparés. C'est les cells, je vais rentrer un peu plus dans ce que c'est après. Les cells qui communiquent avec le SDL depuis le front-end et les services en fait qui exposent au front-end en vérité au final ce qui est disponible depuis votre backend. Donc, on va aller voir un peu ce que c'est un SDL, on va en créer ensemble. Non, on va créer ici. Donc, on va créer cette feature, qui est juste une petite carte en bas de la sidebar de notre appli Pokémon pour indiquer qui est l'utilisateur couramment connecté. Donc, en l'occurrence, voilà, c'est moi. J'ai une splendide chevelure blonde, comme vous pouvez voir. Ça c'est juste une photo d'exemple. Mais on va créer ça ensemble, en fait, cette petite feature ensemble.
Donc déjà, on a besoin de définir un peu quel schéma de données on a besoin pour notre feature. Du coup, en l'occurrence, c'est un utilisateur en requête. C'est la nomenclature, c'est la notation GraphQL, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. En GraphQL, par exemple, on est obligé d'indiquer vraiment ce qui est required avec un bang et un point d'exclamation. Là, en l'occurrence, pour notre feature, on a juste besoin de ça. On a juste besoin de ID, name, email, pictures. Bon, c'est simplifié pour le cadre de la démo. En vrai, aux utilisateurs, il faut beaucoup plus de choses que ça, évidemment. Mais là, c'est simplifié pour juste vous montrer ce qu'on peut faire dans le cadre de cette feature avec cette petite carte. Ensuite, on veut tout simplement indiquer qu'est-ce qu'on va requêter. En l'occurrence, c'est le current user, c'est notre requête qui est vraiment utile à notre feature en particulier. Mais vous pouvez faire bien sûr des queries plus génériques. En l'occurrence, notre query current user qui retourne justement un user systématiquement. Et ça se trouve en fait côté back dans un dossier API SRC, GraphQL, et après il y a un fichier user.sdf.ts. En fait, ce fichier user.sdf.ts, ça va être un peu cette nomenclature qui va dicter où est-ce que vous faites vos services après. Ici, ce sera pour un service user en l'occurrence. Et on voit que j'ai pu wrap, c'est un fichier TypeScript, comme on voit dans le nom. Donc au final, j'ai juste eu à wrap en plus via la notation, via la fonction GraphQL et cette notation qui est backtick, qui est assez courante dans le domaine GraphQL. Juste ma query dans ça et exporter sous format schema. Donc là, on a notre SDL qui est fait. Donc là, on peut déjà travailler en parallèle, on peut déjà paralléliser entre le backend et le front-end. Une fois qu'on a ça qui est défini, parce qu'au final, un peu ce qui est censé être défini au début de la feature. Du coup, maintenant, on peut passer à l'autre étape. Notre SDL est fait. On peut passer au front-end. Et ça, je trouve que c'est une partie intéressante. Souvent, le front-end, c'est quelque chose qui est bloquant tant que le back-end n'est pas fait. En tout cas, c'est une des notions que la plupart des gens ont, c'est qu'on ne peut pas commencer à taper sur le front-end si les services ne sont pas implémentés côté back-end. En fait, ce que propose Redwood, il y a son système de mock particulier qu'on va voir juste après, c'est de faciliter ça. Et ça s'appuie notamment sur les sales. Les sales, qu'est-ce que c'est? Ce sont des composants React qui sont en fait eux-mêmes chargés de fetcher leurs données. Autrement dit, quel que soit dans quel contexte on les place dans notre application, ils iront eux-mêmes chercher leurs données, donc on n'a pas besoin de leur passer des paramètres d'entrée, etc. On peut leur passer des paramètres d'entrée, mais le but, c'est quand même que ce soit minimal et que ce soit eux qui appellent l'API. Donc, ça va un peu contre le pattern de dump with smart component, mais d'un autre côté, le pattern de dump with smart component, il vient surtout pour des questions de testabilité. En fait, des composants, quand sont dump, donc autrement dit strictement visuels, c'est plus facile à tester. C'est plus facile à tester dans un storybook, plus facile à faire des tests, tout simplement des tests de composants. En fait, c'est vraiment parce que le fait de fetcher, c'est souvent un problème dans l'interface de test. Et les cells n'ont pas vraiment ce problème, et comme on va le voir juste après. Donc, si vous voulez faire une cell, dans le cas de notre feature, au final, il y a juste une commande à faire, yarn rw pour Redwood, générer une cell, et après notre nom de notre cell. Et ça va nous générer un fichier React tel que celui-ci. Autrement dit, 4 composants exportés par défaut, parce que là, on a choisi de commencer par le SDL. On voit qu'on a déjà 4 composants au final qui couvrent la plupart des cas qu'on a besoin lorsqu'on veut afficher de la donnée. C'est-à-dire un cas où la donnée fail, il y a un message d'erreur divers, donc, par exemple, votre backend n'est pas up, ou alors tout simplement vous n'avez pas, ça peut être que vous n'avez pas soumis un bon paramètre d'entrée. Le cas d'empty, du coup, en l'occurrence, on n'a pas vraiment besoin, c'est plus pour si jamais vous avez des données envoyées sous la forme d'un array ou quoi. On peut afficher directement un empty state depuis là. Et la partie loading, du coup, un placeholder, un skeleton, pendant que la donnée est en train de charger, en train de s'afficher, en train d'être fetch. Et après, le success, qui est au final le composant final. Ce serait l'équivalent d'un peu de votre dump component qu'on aurait avec Storybook. Là, vous allez me dire, c'est bien beau, Excel, mais là, il manque des trucs. On voit du typage TypeScript. Bon. Je précise, TypeScript n'est pas forcément nécessaire. D'ailleurs, on peut opt-out. Je dirais que c'est un plus quand même d'utiliser TypeScript et des types générés, mais c'est totalement optionnel. Mais par rapport à ces types, effectivement, là, ils ne viennent pas de nulle part. On va regarder tout de suite d'où ils viennent. D'ailleurs, on peut, comme je vous l'ai dit, on n'a pas besoin du empty parce qu'ici, on n'affiche pas un tableau de données ou quoi. Donc, on peut juste enlever ce composant-là.
Mais avant de vous montrer ces types, on peut aussi, c'est important, en fait, dire comment est-ce qu'il récupère cette donnée-là. Donc, là, par exemple, on a ce current user. Comment est-ce qu'il a ce current user? En fait, toutes vos cells, elles vont devoir exporter une query en majuscule. C'est là donc là sur Redwood. Et après, vous avez à l'intérieur votre query GraphQL. Au final, votre query GraphQL avec current user ici, enfin, plutôt celui-ci là, c'est ni plus ni moins que en fait, l'autre penchant de ce qu'on a défini avant dans notre SDL. C'est votre query telle qu'on l'a défini auparavant dans le SDL. Donc une fois que ceci est fait, en fait, on a un composant qui est ready à être développé en tout cas. Il faut juste importer les types pour que tout soit fait. Du coup, aussi, ça c'est un des avantages, c'est que maintenant, votre current user, qui était dans votre composant success, il est entièrement typé. C'est-à-dire entièrement typé par rapport à ce que vous avez référencé dans votre SDL. Donc, ça, c'est par le CLI de Redwood, qui lorsqu'il est en mode dev, vous pouvez le faire manuellement avec Generate, va générer ces types automatiquement. Donc là, on voit, au final, le current user query, c'est ni plus ni moins que le nom de votre query tel que vous l'avez référencé dans la constante query en majuscule. Et après, on peut servir de quelques types utilitaires qui sont exportés par Redwood, par package Redwood Web, pour avoir effectivement les props qui sont passés à cette cellule en cas de success et en cas de failure. Également, justement, en parlant de ce current user query, current user query, comme on voit, c'est importé de types GraphQL. Ce n'est pas littéralement un package NPM, c'est un alias en fait, qui est généré à Redwood lorsque vous avez le projet qui tourne en mode dev ou lorsque vous déclenchez la commande générique. Et c'est fait effectivement, comme je viens de le dire, par le nom de votre query tel qu'il était référencé. Maintenant, parlons un peu de Storybook. Donc, il y a peut-être des gens qui connaissent Storybook. Je pense, en face, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Storybook. Storybook, c'est l'idée de soutenir Storybook, c'est une interface qui permet de facilement visualiser vos composants. Voilà, c'est à peu près tout. En gros, c'est développer vos composants dans une interface qui est isolée de votre application. Ça ressemble à peu près à ça. Je vais vous faire la démo, je pense, du Storybook. On peut faire ça rapidement. Si je vais sur le bon écran. Et si je change de serveur. Hop. Donc, tout simplement, c'est garde Redwood Storybook via le CLI de Redwood. On va lancer son répondre en direct. Logiquement, il ne devrait pas y avoir d'effet démo pour Storybook. Voilà, c'est simple. Après, on va pouvoir voir. Voilà. On va peut-être l'ouvrir. Donc là, on a Storybook affiché et on a ici notre cellule. Alors, effectivement, c'est un petit hiccup de ma part, elle s'appelle LogSSL parce que c'est le nom que j'ai choisi initialement. Au final, j'ai choisi ça, de renommer ça en current user, mais voilà, c'est le composant tel qu'il est décrit dans la présentation. Là, on peut voir en fait que Storybook, en fait, c'est globalement une interface qui permet de développer mon composant de manière isolée, quoi. Donc là, il y a quelque chose d'important, c'est OK Axel, mais mettons si tu vas sur ton composant success, là, il a de la donnée, mais tu n'as pas de service implémenté, comment ça marche? Alors ça, c'est une très bonne question. Une très bonne question. En fait, ce qui se passe, c'est que Storybook, il se base sur un très bon service de mock, en fait, qui est défini lorsqu'on crée notre cell, donc il crée déjà un fichier mock, en fait, qui est prêt à être utilisé. Donc, c'est à peu près ce qu'il crée lorsque vous référencez un SDL. Il va juste créer un fichier TS avec une fonction standard qui est exportée. À l'intérieur, en fait, vous allez pouvoir tout simplement exporter ce que vous avez besoin dans votre composant. En l'occurrence, notre propre current user. Voilà, ça, si vous voulez moquer, vous avez juste à faire ça. Et en fait, ça va marcher. C'est-à-dire, dans votre Storybook, vous allez avoir votre composant qui sera affiché tel qu'il était affiché ici, dans Success.
Une fois que c'est fait, après, vous pouvez développer tous les différents cas, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez développer le cas lorsque votre current user est en train de fetcher, et votre cas de failure également, ce qui est super intéressant. Et ça de manière isolée à votre application. Pour venir à la présentation, il y a également quelque chose qui est... Juste, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est basé sur Mock Service Worker, si certaines personnes ont déjà eu l'occasion de le setuper. Et souvent, c'est quelque chose, d'ailleurs, Mock Service Worker, qui est compliqué, en tout cas, qui est plus compliqué à mettre en place quand un projet est déjà bien démarré que lorsque le projet commence. Du coup, l'avoir dès le début, c'est clairement un plus, en tout cas, je trouve, dans le setup Redwood. Donc là, bon, il y a un petit récap pour les gens qui sont pas là et qui auront accès à la présentation des différents composants que nous présenter. Il y a également le support du cell nesting. Donc, on voit par exemple ce composant, ce composant de current user. En fait, moi, il est présent également dans ma sidebar. C'est-à-dire, si je suis actuellement dans ma navbar, il est également ici. En fait, effectivement, les composants qui sont imbriqués, ils utilisent toujours leur mock. Du coup, ils sont tout à fait viables, en fait, de manière... lorsque vous affichez également de manière imbriquée. Ils ne sont pas juste viables dans leur story dédiée, ils sont également viables en dehors du contexte de leur story. Donc ça, c'était tout concernant le cell nesting. Concernant le test, ils utilisent également Mock Service Worker. Au final, c'est des tests de composants assez simples, mais le fait qu'il y ait déjà les mocks, ça simplifie pas mal de choses. Vous pouvez déjà tester, si admettons vous avez des tableaux, comme quoi il affiche le bon nombre d'entités, si vous avez de la pagination, etc. Ça peut être super intéressant, en fait, aussi de se baser sur tout ça. Yeah. Et donc maintenant, on a fini pour les cells. Donc c'est cool. Donc là, on a vu qu'on a pu commencer à développer le front-end sans avoir rien à implémenter côté back-end. Maintenant, c'est bien beau, mais si on met ça dans notre API, ça va marcher. Alors, si on la lance en production, ça va faire. Donc maintenant, on peut s'attaquer vraiment au cœur quand même, qui est les services. Donc les services, au final, alors ça, c'est des résolveurs GraphQL assez simples. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le back-end ou GraphQL, pour ceux qui ne connaissent pas GraphQL, c'est un peu similaire à un contrôleur, dans le sens où c'est ce qui prend vos requêtes qui arrivent, c'est ce qui est renvoyé, c'est ce qui renvoie également la réponse à votre front-end. Et pour ceux qui ne connaissent pas les contrôleurs, en fait, je viens de l'expliquer. C'est un peu le même principe. C'est ce qui va réceptionner vos queries, vos requêtes, et c'est ce qui va envoyer la réponse. Donc en fait, c'est des requêtes assez simples faites en GraphQL. Enfin, c'est des résolveurs assez simples en GraphQL. Mais là, on peut se dire, OK, Axel, c'est quoi ce charabia? C'est une très bonne question. En fait, si on se souvient un peu de notre SDL, parce que maintenant ça commence à dater un peu, ça fait moins 10 slides. En fait, on peut voir que current user, donc, qui est ici, current user, pareil, en fait, c'est exactement, en fait, c'est juste notre nom de code, on le retrouve ici. Si j'arrive à trouver le trackpad. Voilà, on le retrouve ici. En fait, on a juste à mentionner ça avec ce qu'appelait le query resolver. Du coup, également côté back, il y a également des types générés. On le voit avec TypeGraphQL, c'est également un alias de type. Ce query resolver-là est généré à runtime lorsque vous avez un serveur de dev ou de la commande générale. Donc voilà, là, au final, je n'avais pas besoin de souligner parce que j'ai déjà aidé avec le tout. Maintenant, on peut faire notre implémentation, vraiment comment ça marche. Alors là, pour le principe de la présentation, je n'ai pas fait de ma requête avec mon OAM, etc., mon database. Mais en l'occurrence, c'est ici que vous devez requêter votre database avec votre driver DB préféré. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça au final, mais ça sera quand même type-checké. C'est-à-dire, il va vérifier vraiment que le contrat est respecté par rapport à ce que vous avez défini dans votre SDL dès le départ, pour pas que le front se retrouve à avoir des pièces manquantes ou inversement, ou autre chose. Et c'est tout pour notre service. Donc là, on a une feature sur notre appli, elle est en train de marcher. C'est cool. On a fait notre petite carte de current user. Pour vous montrer certaines autres choses qui sont plutôt intéressantes avec Redwood, plutôt
autre feature qui peut vous aider à être véloce lorsque vous créez votre produit. Je pense que le scaffolding en fait partie. En fait, le scaffolding, c'est globalement, à partir d'un modèle, c'est appuyé sur Prisma pour le coup, c'est opinionné par rapport à Prisma. À partir d'un modèle Prisma, vous pouvez générer votre SDL, vos services back-end et vos pages crues. En gros, ça peut générer à peu près tout ce dont vous avez besoin, en tout cas pour commencer votre édition d'un CRUD assez classique. L'avantage, c'est que vous pouvez très bien l'utiliser et après supprimer le code généré et c'est uniquement vraiment, par exemple, le listing qui vous intéresse. Vous pouvez également faire en sorte qu'il vous génère des fichiers, mais sans qu'il génère aucune query. Donc, par exemple, il va juste vous générer le SDL avec le type d'entité, etc. Donc là, on va le faire. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble parce que je trouve que c'est quand même une manière plutôt cool de travailler. On va éteindre Storybook peut-être. Et on va mettre un nouveau terminal. Tout simplement, d'ailleurs, il faut que je vous précise, un truc sur lequel on peut faire, c'est justement, pour l'exemple, ce sera les trainers Pokémon. Là, voilà, au final, c'est mon entité Prisma, ici, c'est juste mon modèle de données tel que je le référence par rapport à ma base de données. Ça ressemble juste à ça, c'est pas hyper compliqué. Mais c'est vrai que c'est nécessaire. En tout cas pour les scaffolding. Donc, pour générer un scaffolding, on peut faire yarn redwood generate, ou G, scaffold, et après votre nom d'entité. Du coup, en l'occurrence, pour moi, c'est trainer. Hop, et c'est bon. Donc là, il a géré tout notre CRUD pour le back et le front, pour toutes vos entités. Donc, on peut regarder un peu le code qui est généré, enfin, en tout cas, c'est pas le code en détail, mais les fichiers. Donc, on voit qu'il génère notre SDL, donc ici. Il génère également les tests pour les services et les scénarios. Donc, les scénarios, c'est un peu comme les mocks, mais côté back-end. Et après, il va générer toutes nos cellules, en fait. Donc, edit trainer, donc c'est une cellule, je sais pas exactement des missions. Donc, ajout avec new trainer, afficher trainer, etc. On a notre app qui est en train de tourner, du coup, on peut vérifier ça. On peut vérifier ce que ça donne. Ici. OK. Donc là, c'est gestion de Pokédex. Et que je vais être sur du coup trainer, je suppose. Oups. Trainers. Ici, on dit, OK, tu n'as pas de trainer. On a déjà un affichage pour le NT. On a déjà de quoi créer un CRUD de base par rapport à ce qu'on a référencé. Alors, je pense que ça peut être une bonne première étape lorsque vraiment vous créez votre produit pour faire peut-être une partie admin, si vous êtes authentifié pour pouvoir administrer un peu votre contenu. Après, ça peut être un bon point de départ. Mais après, si vous préférez déjà implémenter vos propres services, vos propres pages, vos propres sales, ce qui est tout à fait justifiable, il y a également une solution. Si je me remets sur le slide. Intéressant, qui est Prisma Studio, si vous utilisez encore Prisma. C'est tout simplement en fait une interface de visualisation en fait, de vos données qui sont en base de données. Et vous pouvez les éditer directement depuis cette interface. Donc, encore une fois, logiquement, j'ai ça ici. Donc, par exemple, ici, je peux voir tous mes types de Pokémon. Tous mes Pokémon, non, tous mes Pokémon sont ici. Et on peut directement les éditer depuis ici, les afficher, changer les types, etc. Effectivement, encore une fois, c'est plus dans une optique de ne pas perdre de temps lorsque vous créez votre projet et juste ajouter rapidement des entités, etc. et tester de manière rapide. Je vais le mentionner dans la page d'après, mais il y a également beaucoup d'autres choses qui sont intéressantes à créer que je n'ai pas évoquées. Donc, par exemple, la slide suivante dont je parle. Donc, par exemple, il y a un système qui permet d'afficher des toasts intégrés qui est, c'est-à-dire pas vraiment opinionné, qui est facilement étendable. Donc, si vous voulez afficher des petites notifications lorsque vous créez un trainer, comme vous avez vu juste avant, c'est ce système-là qui était utilisé. Il y a la possibilité assez facilement d'ajouter les libUI les plus utilisés, on va dire actuellement, qui sont Chakra UI, Mantine,
Également aussi un setup pour le SaaS, pour Tailwind. Pareil aussi, hein, en une seule commande, on peut générer un setup i18N assez facilement. Concernant l'état du projet en lui-même, Redwood est passé en version 1.0 en avril 2022, mais actuellement, ils sont en version 4.0. En fait, c'est parce qu'il y a eu plusieurs mises à jour majeures, notamment de React 18, enfin avec React 18, qui ont fait en sorte que, eux, de leur côté, ils ont dû faire des mises à jour majeures en fait, de leurs produits, notamment de React et de Prisma. Et voilà. Encore une fois, je trouve qu'un des trucs qui est vraiment impressionnant avec Redwood, c'est que tout ce que je vous ai montré, si vous voulez, vous pouvez totalement opt-out. Vous pouvez éjecter, par exemple, Apollo et vous-même requêter votre propre back GraphQL. Ou alors, vous utilisez Redwood uniquement pour, bien comme une gateway pour vous-même requêter votre propre back ou vos services. Je trouve que c'est quand même bien d'utiliser le back donné par Redwood juste pour ce côté un peu type safe avec CSDL. Voilà, concernant un peu les concurrents, je l'évoquais tout à l'heure, il y a Bleach.js principalement, qui fait quelque chose d'assez similaire, même s'il va un peu moins loin dans la génération, dans le côté un peu end-to-end type safety. Mais on va dire le plus gros concurrent, évidemment, c'est Next.js, même s'il ne propose pas un contenu qui est similaire à ce que propose Redwood, c'est une solution un peu moins complète de ce que propose Redwood. C'est quand même le plus gros concurrent qui est considéré full stack sur le marché. Donc voilà, c'est un peu bref concernant ça. Je vais revenir sur la slide d'avant, j'ai oublié quelque chose, communauté également. Un forum très actif sur la communauté Redwood. Donc si vous voulez si vous voulez commencer le développement, si vous avez des questions, vous pouvez demander là sur le forum communautaire officiel. Et des réponses assez rapidement et par les contributeurs. C'est assez appréciable. Et sur leurs objectifs pour après, c'est potentiellement de rendre le framework un peu plus agnostique vis-à-vis de tous les points que j'ai évoqués, c'est-à-dire plus facilement opt-out de Prisma, de pouvoir potentiellement faire du TRPC ou du REST à la place du GraphQL, parce qu'actuellement c'est opinionné pour GraphQL, mais trouver un moyen d'avoir de la type generation pour du REST également, de pouvoir éjecter React et de pouvoir utiliser un autre framework front-end. Ils font également pas mal de POC pour différents modèles de monorepo avec NX et TurboRepo, en l'occurrence. Donc voilà, il y a pas mal d'idées, mais on va dire pour l'instant, ils sont plus en quête de stabilité après pas mal de mises à jour majeures ces derniers temps. Je pense que c'est tout pour moi. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Et merci d'avoir écouté en tout cas. Des applaudissements qui apparaissent dans le Merci. Au niveau doc, elle est bien en fait, ouais. Répète la question d'Aurélie d'abord. Alors Aurélie, ouais, bonne question Aurélie, on me posait une question. Je vois qu'Adrien lève la main. Concernant la doc, c'est, je pense, une des meilleures docs sur un produit avec React que j'ai vu. C'est-à-dire, ils font un tutoriel pas à pas sur un peu tout ce que peut faire le framework. Et à la fin, on a une appli qui est vraiment, moi je trouve impressionnante pour un tutoriel, en tout cas d'une doc. Et c'est super complet, c'est-à-dire il te détaille vraiment toutes les options de déploiement, comment faire pour chaque option, sur des déploiements comme Step Prep Server, etc. Si tu veux. Et ils sont vraiment dans le mindset de on propose des trucs, mais si tu veux, ne les prends pas. Quoi. Genre, si tu veux, fais ton propre truc. Et je pense que c'est un peu ça qui fait que Redwood, c'est une bonne solution pour faire son MVP. Ça peut être un premier bon step. Et après, si on voit qu'il y a des choses qui ne marchent pas par rapport à ton équipe, par rapport au produit, facilement, être en mode, OK, bah, cette brique-là, je le dégage et je prends autre chose à la place, je fais mon propre bac. Du coup, il y a des questions. Et Adrien qui avait une question. Oui, Adrien. Ouais. Est-ce qu'on m'entend ou pas? On t'entend. Super. Non, mais déjà, merci, super intéressant. Bravo. Alors, ton VBL, tu l'orientes, lance ton MVP. Redwood de même, il se destine à des startups, j'imagine, early stage, très early stage. Mais est-ce qu'on peut imaginer aller au-delà du MVP avec ça? Alors, notamment peut-être en éjectant au fur et à mesure des modules, ou est-ce que tu vois des limites à ça aujourd'hui et c'est vraiment axé sur du MVP ou une V1 vraiment jeune, ou en tout cas dédiée à des équipes assez réduites et avec des ressources limitées? Honnêtement, vu ce que propose le framework, comparé, mettons, quelque chose comme Next, je trouve qu'il y a beaucoup plus loin dans ce qu'il propose. Donc, pour moi, on va dire, je pense que ça peut aller plus loin sur le principe que juste un MVP.
Si on regarde juste ce que propose Next, on pourrait se dire pourquoi il y a des personnes qui font des applications énormes avec ça. Alors qu'au final, Redwood, c'est quelque chose qui est dans la conception beaucoup plus solide. Du coup, pour moi, je pense que ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Et effectivement, éjecter, je pense que ça peut être une bonne solution. Moi, je pense que ça dépend vraiment des équipes, en fait. C'est-à-dire, il y a pas mal de choix qui sont vraiment opinionnés, je trouve, dans ce que propose Redwood. Et en fait, l'avantage, c'est que c'est opinionné, mais il faut en sorte que tu puisses opt-out si tu veux. Du coup, pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment par rapport à tes équipes. Si les équipes utilisent bien le workflow, pour moi, le truc peut bien scale. En tout cas, je pense qu'il y a tout pour avec la solution. Quoi. Cool, merci. Je sais pas si ça te va. Parfait, merci beaucoup. Il y avait Pablo qui avait Il y avait Pablo, ouais. Et après, il y aura Aurélie. Et après, il y aura C'est concernant les générateurs RW Generate. Yes. Est-ce qu'avec Redwood, pardon, est-ce qu'on peut créer nos propres générateurs à l'heure actuelle? Ouais, alors il y a effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais il y a dans la doc précisé en fait comment créer vous-même vos propres générateurs. J'ai pas creusé jusqu'à où ça va. Je pense que ça peut être, admettons, générer une série de composants par rapport à Ça peut arrêter la question s'il est dépendant de Prisma, le détacher de Prisma et l'orienter sur autre chose. Mais il faudra le faire soi-même, en fait. Si on n'a pas envie d'attendre. Je sais pas. Ah, ça pourrait être intéressant, moi, je pense. C'est une bonne idée, ça. Ok. Mais à creuser, quoi. Je ne sais pas à quel point, on va dire, les API qu'ils proposent pour faire ses propres générateurs offrent des libertés, quoi. Mais en tout cas, il y en a une, ce qui est déjà plutôt pas mal. Du coup, il y avait Aurélie, en vrai. C'était pas une question, c'était juste pour, parce que tu n'as pas trop attardé dessus, et montrer un peu les fichiers générés par Ouais, je peux montrer un peu les fichiers générés par Redwood, effectivement. Par exemple, celui du test. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est de voir s'il y a vraiment les 3 états. Est-ce qu'il génère les 3 états de test déjà? Yes. Hop. Donc la question d'Aurélie était peut-être de voir les fichiers générés. Effectivement. Et l'ambition sous cette question était de voir précisément s'il y avait les 3 états qui étaient gérés dans les tests, mais je pense que aussi le voir de manière large. En l'occurrence, je pense que c'est pour un single trainer. Si on va dans le fichier, on dézoome un petit peu parce que c'est zoomé. Donc, c'est pas le fichier test. Ok, le fichier test n'est pas généré, mais en fait, tu peux le générer toi-même après. En fait, vu que tu as déjà ton schema, si tu veux, tu peux le générer et ça va donner exactement la même chose. En fait, vraiment, la génération, elle se fait par rapport à ton SDL et le SDL est déjà fait. Du coup, et d'ailleurs, je crois qu'il y a moyen dans la commande generate de le préciser. Ça vaudrait le coup de vérifier. Pas par rapport à ça. Mais je suis sûr qu'on peut le refaire parce qu'en fait, de base, quand tu génères une cell de base, tu peux le faire. Du coup, je suppose que si tu mets ton fichier trainer cells, il va générer tes tests avec. Après, je peux regarder un peu côté des scénarios si tu veux, pour ressembler les tests. Ouais, c'est ça. Donc ici, en fait, c'est vraiment des tests comme quoi, en fait, ça retourne par exemple des bons trainers par rapport à nos scénarios, du coup, qui sont nos mock en fait côté back. Ici, c'est en tout cas la bonne taille d'arrêt, etc. Après, les tests pour chacun des éléments individuellement. Et l'API est assez généreuse pour les tests aussi, je trouve. Il y a quelqu'un qui a levé la main, peut-être? Non, c'était un message. Ah, c'est un message. Par 236. Ok. On peut voir les fichiers de scénario aussi. Ouais. Le fichier de scénario, en fait, ouais, c'est un peu exactement la même chose en fait que ce qu'on définit côté front, donc c'est juste ça en fait. Il définit ça par rapport à encore une fois, votre modèle Prisma. Du coup, c'est vraiment un des désavantages du scaffolding, c'est que c'est basé sur Prisma. Du coup, c'est bien qu'ils sont au courant quand même que c'est une délimitation, qu'ils essaient de faire des choses contre ça. Même si après, c'est un gros atout aussi côté CodeGen.
par rapport à ce qui est aux types qui sont envoyés par votre database. Du coup, voilà. Mais sinon, ouais, c'est juste définir les trainers, combien de trainers et la data. Et c'est typé également. C'est effectivement généré par Prisma. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le mythe également? Pas l'air. Ok. Bon, bah, c'est cool alors. Est-ce que vous avez envie d'utiliser ou pas? Est-ce que ça donne envie de mettre un peu de main dedans? Ah, Il y a une main. il y a une main d'Adrien. Oui. En fait, c'est un peu la même question. C'est est-ce que toi, tu as envie d'utiliser quelqu'un a un peu utilisé? Est-ce que tu as déjà commencé à faire des projets perso avec? Est-ce que à quel point tu le recommandes? Alors, je pense que c'est déjà un peu clair, mais d'un point de vue un peu plus pragmatique, et toi qui l'as un peu entre les mains. Ok. Bah, en fait, j'ai actuellement un projet perso qui est basé sur ça, qui est basé sur Redwood, enfin, qui est basé avec Utilize, en fait, je ne vais pas dire les mots. Et pour l'instant, je n'ai pas ressenti de limitation sur mon utilisation. Et à chaque fois que je me dis potentiellement, si j'ai besoin de faire X choses, je ne vais pas pouvoir, je regarde la doc, en fait, et le forum, et il y a les contributeurs qui répondent, non, tu peux faire ça, c'est une bonne solution, etc. J'ai pas ressenti de limitation à ce niveau-là. Je trouve que c'est super agréable à travailler avec, enfin, le côté TypeSafe aussi. Par exemple, là, on ne l'a pas montré, mais je peux te montrer ça tout de suite. Je retourne dans ma sales. Ici, admettons, mon trainer, il n'est pas update, mais si je recharge avec mes extensions, enfin, ça, c'est du détail. Là, je me perds dans des détails. Mais en fait, le côté TypeSafe aussi, je trouve très rassurant, c'est-à-dire fait vraiment savoir ce qu'on a à l'arrivée. En fait, je pense que c'est pas mal quand tu travailles avec des équipes aussi. Moi de mon expérience limitée avec le framework tout seul, euh, je vois l'atout quand tu travailles avec plusieurs personnes sur ça, quoi. Je trouve que c'est ça un peu qui a plus transpiré de mon côté. Et ouais, carrément, j'ai envie d'utiliser. Actuellement, si je pense à utiliser React, c'est vraiment le truc que j'ai en tête. Mais après, voilà, quoi, c'est nouveau, du coup, c'est brillant, du coup, faut avoir un peu de recul aussi par rapport à ça, mais d'un côté, je trouve que c'est quand même assez mature dans les réflexions de tel framework. Voilà. C'est une réponse à rallonge, mais la réponse courte, c'est oui, Adrien. J'utilise et j'ai encore envie d'utiliser. Pablo évoquait que c'était plus potentiellement pour un one-man team. Moi, suggéré par rapport, je pense, à tes explications de ton BBL, que c'était plus pour un one-man team. Un message. Ça marche très bien, on a one-man team. Par exemple. Ouais, je pense que ça marche très bien aussi dans un one-man team. Aussi, si on utilise Prisma, en fait. Parce que là, on a parlé des scaffolds, par exemple, etc. La plupart de la code gen et comment on pousse la doc Redwood, c'est avec Prisma, en tout cas, c'est main dans la main, même s'ils sont en train de réfléchir à des alternatives. Mais du coup, effectivement, si tu es tout seul, bah, tu peux déjà commencer à réfléchir à ton schema de données, du coup, à Prisma, à partir de ça, définir tes pages, etc. Après, encore une fois, moi je pense si on a une approche contrat first avec un SDL, ça n'empêche pas de potentiellement splitter les choses et que le back fasse son truc dans son coin, etc. Est-ce qu'il y a de la régénération? Si tu modifies ton SDL, il te régénère des fichiers, des rajouts, qu'est-ce qui se passe? Ouais, en fait, si tu modifies ton SDL, il va régénérer tes fichiers et oui, les fichiers sont ignorés par le versionning. Mais admettons, moi je me suis amusé à faire des pipelines sur ce projet-là qui est pas gros. Mais en gros, à chaque fois, il teste si jamais je casse le contrat d'un côté ou de l'autre. Et du linting des deux côtés. Donc si jamais j'utilise des choses qui ne sont pas disponibles ici, il me crie dessus. Si jamais j'expose des choses et que c'est pas correct, quoi, il me crie dessus, quoi. En gros, c'est ça. Mais effectivement, je pense que c'est aussi très efficace en one-man team, comme dit Pablo. One-man team, je pense que ça peut être très efficace. Mais pourquoi pas en équipe. En tout cas, j'aurais envie de tester ça en équipe. C'est un peu ma réflexion actuelle. Yannis, s'il vous plaît. Moi, je voulais voir l'exemple du POC sur le site. Ouais.
Ouais, bah, en fait, ça ressemble. On peut prendre current user state.mock. Ça ressemble à ça. Ok. Et ça, du coup, chaque composant, tu dois manuellement entrer une valeur que tu veux bloquer. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de faire automatique, de générer des trucs aléatoires? Alors, si admettons, En fait, si tu as déjà ton modèle, en fait, si tu pars de Prisma, ça marche vraiment bien quand on part de Prisma, c'est un peu dommage, mais donc, si tu pars de Prisma comme point de départ, lui, il va pouvoir te générer des mocks, un peu comme il a fait, en fait, au final, ce fichier-là, c'est quasiment la même chose que les scénarios, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a encore des fins de scénario. Au final, si tu fais la commande, on peut tester d'ailleurs. On peut tester, peut-être que ça va fail, mais c'est la vie. Si je génère une selle, intéressant. Je génère une selle du coup pour mon trainer. Voilà, tout simplement. Alors là, de base, il y a une clé dessus. Ok, donc là, je vous le dis, il va y avoir une erreur. Parce qu'il y avait rien qui s'appelait trainer. Ouais, en fait, ça s'appelle trainer. Après, C'est en dessous. ouais, c'est pour ça. De base, attends. Peut-être opt-out de story. Test. Je vais le force, vu qu'il est déjà fait actuellement. Ah, mais je sais pourquoi. Ah, ok, c'est bon. Enfin, je pense voir. C'est dit comme quoi tout est là. Un autre aussi, trainer cell en dessous. Effectivement, bien vu. Là encore, juste en dessous. Désolé. Du coup, là, on peut voir ce qui est vraiment généré. Du coup, il va juste générer ça, en l'occurrence. Pareil pour les stories, c'était un peu curieux, si vous êtes curieux, en tout cas, de ce qui est généré par le story. C'est les stories pour chacun des cas, quoi. Les 4 stories sont générées. Pour les tests aussi, c'est les tests dans chacun des cas. Pour chaque composant, en fait. C'est l'avantage aussi d'avoir les composants séparés. Voilà. Et après, ouais, il me semble que c'est c'est comme ça la plupart du cas dans les mocks. Il va pas forcément ajouter tout. Je pensais qu'il allait ajouter tout. Ça, c'est peut-être parce que je n'utilise pas tout dans mon trainer set. À voir. Effectivement, dans ce cas-là, ça envoie juste un ID. Ce serait affaire à suivre, je pense. Mais ouais. Il me semble que j'ai déjà vu le fait qu'il renvoie exactement la même chose que dans les scénarios, côté back. Donc voilà, affaire à suivre. C'est ça. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Aucune dans le. Ah, il y a Jérémy. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Alors, petite question sur les rendus. Est-ce que c'est comme Next ou certains de ses concurrents où on a le SSR qui est un peu rare en général, mais qui sont dispo depuis peu sur ces frameworks? Est-ce que c'est pareil pour Redwood? Alors, tu peux faire du SSR avec Redwood. Je n'ai pas creusé cette API, mais il y a possibilité de faire les deux versions, c'est-à-dire du SSR ou du pré-rendering pour les deux. Aussi, maintenant que tu parles de Next, une bonne chose à savoir, c'est que si tu vas dans le dossier page, en fait, c'est un routing déclaratif également. C'est-à-dire, si je vais dans mon fichier routeur, route, donc ici on voit toute nos routes. Toute nos routes, on doit les déclarer à la main, mais après l'avantage de faire ça, c'est qu'on peut gérer facilement l'authentification, ce genre de choses. Ce qui est un avantage aussi, parce qu'il peut être un gros avantage aussi. Déjà gérer au niveau du routeur. Mais sinon, pour venir à ta question, Jérémy, il y a une API pour faire du SSR. Je suis curieux de la creuser un petit peu, mais je peux pas te dire plus, je peux pas te répondre plus sur ce sujet, pour être honnête. Ça marche, merci. Adrien qui est très cool. En fait, je pense que ce qui pousse plus de leur côté, c'est que si jamais tu as des choses à faire côté serveur, c'est que tu serves leur couche service, leur couche API, et que tu fasses des calls, il y a des queries ou des mutations vers là.
de Python Fontaine. Voilà. Moi, je pense que c'est un peu plus, en tout cas, la philosophie que pousse Redwood. Même si après, il y a le prefetching et les pré-rendering aussi. Avec React 18. Avec React 18, effectivement, ça change la donne. Mais du coup, React 18, il faut que les frameworks s'adaptent. Voilà quoi. Mais pourquoi pas? C'est en React 17 actuellement. C'est en React 18. Ouais, c'est une bonne question, c'est en React 18. D'où le changement majeur de version aussi, quoi. Ça a cassé la plupart des composants, en tout cas, ça a changé leur comportement par React 17. Voilà, c'est à peu près tout. Je t'embête encore, Axel. Non, ouais, pas de souci, pas de souci. Petite question sur. Tout à l'heure, Adrien parlait sur de la longue durée. Là, Là, avec le petit POC que tu nous as montré, je vois qu'il y a énormément de dossiers, énormément de fichiers qui sont générés. Imaginons si on arrive dans une application qui a du vécu, qui commence à avoir 10, 15, 20 pages. Est-ce que c'est pas overkill et ça devient un peu brouillon au bout d'un moment avec énormément de fichiers, on ne s'y perd pas? Alors, tu peux. On l'a fait bugger. Alors, je pense, tu m'as fait bugger. Alors, je pense que tu peux y perdre, mais d'un autre côté, je pense que tu ne pourras pas passer à côté, quoi. Que ce soit ton app, au bout d'un moment, tu auras plein de fichiers, quoi. Voilà, quoi. Mais après, effectivement, par rapport aux fichiers générés, tu peux, si jamais tu fais des composants qui n'ont pas besoin de tests, etc., tu peux choisir de désactiver les tests, tu peux choisir de désactiver les stories si tu juges que c'est pas sur un composant qui fasse du sens, et du coup, tu ajustes tes fichiers React classiques, quoi. Tu ajoutes tes composants classiques. Ou il y a moyen de réduire en tout cas la charge de fichiers générés si tu le souhaites. C'est vraiment un concern. En termes de génération, tu peux faire ça par bloc. De faire du scaffold. Non, en fait, moi je pense que si tu génères un produit que toi tu as déjà conçu, admettons visuellement, etc., vaut mieux que toi-même tu génères tes cellules à la main. C'est exactement que je fasse tout le temps en bloc plutôt que de faire tout le temps en truc qui génère tout. Ouais, je suis d'accord. Ouais, pour ceux qui n'ont pas entendu, si jamais vous êtes sur le Meet, il parlait de plus générer ça par bloc et les queries, les cells les faire à la main. Utiliser le scaffold. Et du coup, oui, je pense que, ouais, effectivement, au bout d'un moment, ça fait beaucoup de fichiers, mais il y en a où tu vas pas devoir, ça va être obligé, quoi. Il y a des fichiers où tu seras obligé de faire tes tests parce que c'est le happy pass et qu'il faut tester ça, ou voilà, tu pourras pas y couper, quoi. Donc voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Voilà. Si. Merci Axel. Super. Oui, puis après, en soi, c'est vrai que ce que dit Pablo, il y a au final, mis à part le routeur qui est déclaratif, là, ça ressemble vachement à ce qu'on met en place sur une archi React classique, quoi. C'est-à-dire, toi-même, tu vas créer tes dossiers components. En l'occurrence, les cells, etc., c'est encore une piste de Redwood, mais dossier layout, hooks, etc. Et les tests qui vont avec, tu vas les faire à la main au bout du compte. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que c'était correct. Ok, super. Je vais creuser un peu le côté SSR parce que maintenant que Jérémy a abordé ça, ça m'intrigue. Mais bravo à tel. Merci. Merci à vous sur le Meet. Merci de tous les cœurs, tous les applaudissements, tout ça. Vous êtes super. Merci Corentin, merci AFF, merci Adrien. Il y a beaucoup de... Oh là là. Calmez-vous, s'il vous plaît. Ça devient obscène. Beaucoup de love. Que du love. Merci beaucoup. Bonne journée à Montréal. Bonne soirée à tout le monde. Et encore un grand merci à Axel et l'équipe du BDA aussi. Merci. Ouais. Merci à Sacha et Justine d'avoir aidé à préparer. Ouais. Bravo. Merci à toi pour la présentation. Merci, puis bonne soirée. Bonne soirée, merci.